Et si je vous disais que ce n'est ni l'âge, ni la maladie, mais votre assiette, votre cuisine, vos gestes quotidiens, qui éteignent vos yeux un peu plus chaque jour, sans que vous ne vous en rendiez compte? Je suis médecin, ou plutôt je l'étais. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté les cœurs fatigués, j'ai examiné les yeux qui s'éteignent, j'ai accompagné des générations entières à travers les saisons du corps. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je n'ai pas rangé mes souvenirs, ni mes vérités. J'ai vu trop de choses pour me taire. Et ce que je vais vous raconter maintenant, vous ne l'avez sans doute jamais entendu dans aucun cabinet médical. Je me souviens d'un matin gris, très tôt, une dame âgée est entrée dans ma salle d'attente. Elle marchait lentement, mais dignement. Elle s'appelait Suzanne. Elle avait 68 ans. Pas de diabète, pas de glaucome, pas de cataracte. Rien qui n'alerte vraiment. Et pourtant, en s'asseyant face à moi, elle m'a regardé avec des yeux mouillés d'un désespoir silencieux et m'a dit: Docteur, j'ai perdu l'aube. Je ne sais plus quand le jour commence. Tout est gris. Ces mots, je ne les oublierai jamais. Ce n'est pas la première fois qu'on me disait cela. J'en ai entendu des centaines, des milliers, des phrases comme celle-là. Des phrases qui ne font pas de bruit, mais qui racontent une tragédie. Pas une tragédie comme celle qu'on voit à la télévision. Une tragédie lente, muette, invisible. Une tragédie qui commence par un détail. On lit moins vite. On cligne plus souvent. On confond un visage. On ne distingue plus la couleur des feuilles à travers la fenêtre. Et on pense que c'est l'âge. On pense que c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est fréquent, oui, mais ce n'est pas une fatalité. Alors j'ai demandé à Suzanne: Que mangez-vous ces jours-ci? Et elle a souri doucement, comme toutes les grand-mères qui pensent bien faire. Je mange léger, docteur. Je ne veux pas surcharger mon estomac. Je me fais une soupe aux épinards rouges du jardin, tous les soirs. Et s'il en reste, je garde au frigo et je la réchauffe le lendemain. C'est là que j'ai compris. Laissez-moi vous dire ceci. Ce ne sont pas les écrans qui éteignent nos yeux. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas le destin. Ce sont nos assiettes. Plus précisément, ce sont les habitudes qu'on ne remet jamais en question. Les légumes à feuilles, épinards, blettes, betteraves, etc., sont pleins de nitrates. Frais, ils sont bons pour la santé. Mais une fois cuits, conservés, puis réchauffés, ces nitrates deviennent nitrites. Et les nitrites sont des ennemis invisibles. Ils s'attaquent aux vaisseaux microscopiques dans les yeux. Ils étranglent les capillaires de la rétine. Ils provoquent une dégénérescence progressive. Et la vue baisse, jour après jour, sans douleur, sans alarme. J'ai vu trop de Suzanne pour me taire aujourd'hui. Trop de personnes âgées qui voyaient bien un matin et qui, en quelques semaines, ne distinguaient plus leur petit-fils courant dans le jardin. Trop de regards perdus, trop de gestes maladroits, trop de solitude qu'on aurait pu éviter. Le pire dans tout cela, c'est que ça arrive sans qu'on s'en rende compte. La lumière baisse comme au théâtre, mais sans lever de rideau. Je le dis avec le cœur. Vous pouvez sauver vos yeux. Vous pouvez préserver la clarté de vos souvenirs. Mais il faut agir maintenant, pas demain. Maintenant. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, rappelez-vous, la cécité commence rarement par un cri. Elle commence souvent par un silence. Et parfois, c'est une soupe d'hier, réchauffée ce midi, qui scelle le sort de vos pupilles. Si ce que je vous dis résonne en vous, je vous invite à faire un geste très simple mais important. Abonnez-vous à cette chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai encore des dizaines d'histoires vraies, des centaines de conseils utiles, des milliers de mots que je veux vous offrir pour vous aider à rester lucide, debout, éclairé jusqu'à la fin. Chaque abonnement est une main tendue pour que je continue à transmettre ces vérités qui n'apparaissent pas dans les brochures de pharmacie. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Une question simple, mais qui peut changer votre quotidien. Question pour vous. Depuis ces 6 derniers mois, avez-vous déjà réchauffé une soupe contenant des épinards, des feuilles vertes ou des betteraves? Ah, oui, au moins une fois par semaine. Non, je les consomme toujours fraîches ou je ne les réchauffe pas. Répondez en commentaire A ou B. Et surtout expliquez pourquoi. Je lirai vos réponses. Toujours. La suite de l'histoire de Suzanne arrive bientôt et elle pourrait bien vous surprendre. Je suis médecin. Et même si j'ai quitté la blouse depuis quelques années, je n'ai jamais cessé de porter la mémoire de mes patients.
Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans ces silences lourds, dans ces regards qui fuient, vaut parfois bien plus que tous les examens médicaux. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un mal discret, caché sous les apparences de la simplicité, de la tradition et de l'amour du passé. Ces plats de la mémoire qui, sans qu'on le sache, font du mal aux yeux. Tout au long de ma carrière, j'ai rencontré des dizaines de personnes âgées, lucides, généreuses, qui avaient tout un point commun. Elles mangeaient comme avant, avec respect pour les recettes de leur jeunesse, avec une forme d'attachement presque affectif aux plats de leur enfance. Et je les comprends. Moi aussi, j'ai mes souvenirs d'odeurs de pot-au-feu, de soupe chaude, de légumes salés. Mais ce que j'ai aussi compris avec le temps, c'est que ce qui nous rassure peut parfois nous abîmer, non pas par méchanceté, mais par ignorance. Je me souviens d'Henri, un vieil homme digne, 80 ans, ancien ouvrier du bâtiment. Il vivait seul dans une petite maison à Angers, encore très actif pour son âge, mais de plus en plus sujet à des vertiges, une fatigue étrange et surtout une baisse inquiétante de la vue. Lorsqu'il est venu me consulter, il m'a dit d'un ton tranquille: «Je n'ai pas mal, docteur, mais j'ai comme un filtre devant les yeux. Le matin, c'est flou, le soir, c'est gris. Les analyses étaient bonnes, tension correcte, pas de diabète, pas de maladie oculaire classique.» Alors j'ai posé cette question simple: «Qu'est-ce que vous mangez, Henri?» Il m'a répondu avec un sourire presque nostalgique, comme toujours: «Du riz, un peu de pain et ma choucroute maison, tous les jours. Ça me rappelle ma femme. Elle en faisait tout le temps.» Ce n'est qu'en creusant que j'ai compris. Henri préparait lui-même ses légumes fermentés, comme on le faisait autrefois, mais il les conservait parfois plusieurs semaines. Or, les aliments comme la choucroute ou les légumes fermentés longtemps peuvent produire, avec le temps, des substances dangereuses comme les nitrosamines. Ces composés, bien connus en cancérologie, sont aussi responsables d'une dégénérescence lente des vaisseaux sanguins, notamment ceux qui irriguent les yeux. Résultat, une vue qui se trouble, des capillaires qui se fragilisent, une vision nocturne qui s'effondre. Le tout sans douleur, sans alerte. Puis il y a eu Claire, une femme douce de 69 ans à Lille. Elle buvait chaque matin un grand verre d'un liquide vert foncé. Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle a répondu fièrement: «C'est du jus de feuilles de brède. On dit que c'est bon pour le foie et le sang. Je le bois depuis 6 mois.» J'ai alors pris le temps de lui expliquer ce que très peu de gens savent. Certaines plantes, lorsqu'elles sont consommées crues ou non chauffées, contiennent des substances aux effets secondaires peu connus du grand public. Dans son cas, il s'agissait d'une molécule appelée papavérine, un alcaloïde naturel qui, à forte dose ou sur le long terme, peut provoquer un resserrement des micro-vaisseaux, notamment ceux du cerveau et des yeux. Cela explique pourquoi Claire se plaignait de migraines, de troubles du sommeil, de baisse de la mémoire et de cette sensation étrange d'avoir les yeux pris dans un étau. Enfin, je n'oublierai jamais Monique, ancienne institutrice à Lyon, une femme vive d'esprit, encore très cultivée malgré ses 73 ans. Elle m'a consulté pour des douleurs articulaires légères, des oublis fréquents et des difficultés à lire le soir. Elle pensait que c'était l'âge, l'usure. Mais en lui parlant, j'ai appris qu'elle consommait du mouron blanc, une variété de légumes feuilles, 4 fois par semaine, souvent en soupe, parfois même au petit déjeuner. Ce type de légumes contient de l'oxalate, une substance qui, en excès, peut empêcher l'absorption de minéraux essentiels comme le calcium, le zinc et la vitamine A. Or, ce sont précisément ces nutriments qui nourrissent la rétine, renforcent le nerf optique et préservent la mémoire. Je lui ai dit cette phrase, que je répète souvent aujourd'hui: «Ce n'est pas ce que vous mangez qui vous nuit, c'est ce que vous répétez sans le savoir.» Ces 3 histoires, je les partage parce qu'elles disent toutes la même chose. Ce ne sont pas les grandes maladies qui détruisent nos yeux. Ce sont les petits gestes répétés, les plats familiers, les habitudes tendres, les souvenirs qu'on avale sans se méfier. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je suis ici pour vous rendre lucide. Je ne vous dis pas d'abandonner vos traditions. Je vous invite simplement à les regarder avec un œil neuf. La nourriture de notre passé n'est pas toujours adaptée à notre présent. Ce qui fortifiait un corps de 30 ans peut affaiblir un corps de 70.
Ce qui rappelait une époque de survie peut devenir aujourd'hui un poison lent. Ce n'est pas une trahison de changer, c'est une preuve d'amour envers soi-même. Je suis médecin, et je le resterai tant qu'il me restera une voix pour alerter, une mémoire pour transmettre. Je ne veux pas qu'un jour vous disiez comme tant d'autres, je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais mangé autrement. Alors je vous en prie, regardez votre assiette. Pas avec peur, mais avec conscience. Et souvenez-vous, parfois ce qu'on aime manger nous empêche de voir ceux qu'on aime regarder. Je suis médecin, et si les années ont terni la couleur de mes cheveux, elles ont aussi affûté mon regard sur les détails. Car dans les détails, souvent, se cache la vérité. Ce n'est pas toujours la maladie qu'il faut combattre. C'est l'habitude. L'habitude installée comme une vieille chaise, bancale, inconfortable, mais à laquelle on s'accroche, simplement parce qu'elle a toujours été là. Pendant des décennies, j'ai observé une chose que peu de gens remarquent. Les personnes âgées ne tombent pas malades uniquement à cause d'un virus, d'un gène ou d'une carence. Bien souvent, ce sont leurs gestes quotidiens, dans la cuisine, dans le silence du matin ou dans la précipitation du soir, qui préparent lentement mais sûrement la dégradation de leur santé, et en particulier de leur vue. Je pense à Jean, 66 ans, un homme soigneux, toujours tiré à quatre épingles, qui vivait dans le quartier populaire de Saint-Marcel, à Marseille. Il avait l'allure d'un homme en bonne santé. Il mangeait des légumes tous les jours, ne buvait pas d'alcool, ne fumait pas. Et pourtant, Jean perdait peu à peu la netteté de sa vision. Il dormait mal, avait des trous de mémoire et ressentait un flou persistant en fin d'après-midi. En l'examinant, tout semblait normal. Alors j'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là. Je suis retourné à l'origine, à la cuisine. Dites-moi, Jean, comment préparez-vous vos légumes? Il m'a répondu fièrement, comme s'il récitait une leçon bien apprise. Je fais bouillir les légumes, je jette l'eau pour enlever les impuretés. Je les fais ensuite revenir rapidement à feu vif avec un peu d'huile. Et comme je suis seul, je cuisine en grande quantité. Je mets le reste au frigo et je réchauffe le lendemain. Ah, et j'utilise encore ma vieille cocotte en aluminium. Elle marche très bien. Voilà, tout était dit. Jean faisait tout ce qu'il croyait bon. Il faisait ce qu'on lui avait appris. Il faisait ce que la logique populaire recommande. Et pourtant, tout cela était en train de lui voler ses yeux, ses nuits, sa clarté mentale. D'abord, jeter l'eau de cuisson des légumes, c'est jeter avec elle les précieuses vitamines hydrosolubles. A, C, B1, B6, toutes essentielles à la santé de la rétine, au fonctionnement du nerf optique, à l'oxygénation du cerveau. Ce bouillon que tant de gens considèrent comme sale est en réalité une potion de vie, si les légumes sont propres et de bonne qualité. Ensuite, faire sauter les légumes à feu fort, une habitude bien ancrée chez ceux qui veulent gagner du temps. Mais à haute température, les vitamines les plus sensibles sont détruites. Les antioxydants se volatilisent. Et si l'huile est trop chauffée, ou pire, si elle est réutilisée, elle libère des composés toxiques, appelés peroxydes, qui agressent les cellules nerveuses et accélèrent le vieillissement du tissu oculaire. Puis il y a les restes réchauffés, encore et encore. Je ne compte plus les patients qui, par souci d'économie ou de fatigue, conservent les mêmes plats 2, 3 jours en les passant au micro-ondes. Mais chaque réchauffage transforme les nitrates contenus dans les légumes à feuilles en nitrites. Et les nitrites, comme je l'ai dit à Jean, sont des ennemis invisibles. Ils pénètrent en silence, attaquent les capillaires, altèrent la microcirculation, surtout dans des organes aussi sensibles que l'œil ou le cerveau. Enfin, l'usage d'ustensiles abîmés, cocottes en aluminium usé, poêles antiadhésives rayées. Le métal, à force d'usage, libère de l'aluminium qui s'accumule dans le cerveau et le système nerveux. Des études sérieuses ont déjà établi un lien entre cette accumulation et les pertes de mémoire, les troubles cognitifs, voire certaines formes de démence précoce. Et pourtant, Jean ne savait rien de tout cela. Il n'était ni négligent, ni ignorant. Il était simplement prisonnier d'un héritage culinaire fait de bon sens, mais déconnecté des réalités du corps qui vieillit. Je me souviens lui avoir dit: Ce n'est pas votre âge qui vous fatigue, Jean, c'est votre cuisine. Ce sont les gestes invisibles, les choix faits sans méfiance. Et je pourrais vous raconter la même chose de Lucette, de René, de Fatima, de tant d'autres.
Tous ces aînés convaincus de bien faire, mais dont les habitudes domestiques sont devenues, avec le temps, des poisons doux. Je ne vous dis pas d'avoir peur de vos casseroles. Je vous dis d'ouvrir les yeux sur vos gestes, car chaque coup de couteau, chaque cuisson, chaque ustensile peut nourrir ou affaiblir vos yeux. Alors permettez-moi de vous offrir quelques conseils. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils peuvent changer bien des choses. Gardez l'eau de cuisson de vos légumes pour en faire une soupe ou un bouillon. Faites revenir vos plats à feu doux ou moyen avec de l'huile neuve et de qualité. Ne réchauffez pas plusieurs fois les mêmes légumes verts. Équipez-vous d'ustensiles sains, inox, fonte, céramique, et jetez sans hésiter ce qui est usé ou rayé. Enfin, évitez de combiner certains légumes riches en oxalates, comme les épinards ou la bête, avec des produits laitiers. Cela bloque l'absorption du calcium, si précieux pour vos yeux et vos os. Je suis médecin, mais surtout je suis témoin. Témoin de la manière dont des détails minimes sculptent le destin d'une vue, d'une mémoire, d'un quotidien. On ne perd pas la lumière d'un coup, on la perd en gouttes, en gestes répétés, en recettes non remises en question. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas attendre la prochaine baisse de vision, la prochaine nuit agitée, le prochain trou de mémoire. Je vous invite à regarder votre cuisine, non comme une routine, mais comme un soin pour vous-même, un soin pour vos yeux. Car oui, il est possible de bien vieillir, mais il faut savoir vieillir autrement. Je suis médecin, et s'il y a bien une chose que j'ai apprise après 40 ans d'écoute attentive, ce n'est pas seulement ce que les gens mangent qui façonne leur santé, mais ce qu'ils font juste après. Ces gestes discrets que personne ne pense à questionner ont un pouvoir immense. Et pourtant, presque personne n'en parle. Souvent, lorsque j'annonçais à mes patients qu'il fallait changer leur alimentation, ils me répondaient: Docteur, je mange déjà bien, je fais attention. Et en général, c'était vrai. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que même les meilleurs repas peuvent devenir inutiles, voire nocifs, si l'on ne respecte pas le temps du corps après avoir mangé. La digestion n'est pas qu'un processus biologique. C'est un balai silencieux entre le système digestif, le cœur, le cerveau et les yeux. Oui, les yeux aussi dépendent de ce qui se passe après le repas. Et c'est là que tant de gens, sans le savoir, sabotent ce qu'ils viennent de construire dans leur assiette. Je me souviens d'un patient, Monsieur Gilbert, 64 ans, ancien facteur, qui se plaignait de troubles de la vue l'après-midi, d'un sommeil peu réparateur et d'une sensation constante de tête lourde. Sa tension était correcte, son alimentation équilibrée. Mais un jour, en discutant longuement, il m'a confié ceci. Après le déjeuner, je m'installe toujours dans mon fauteuil, je regarde les infos ou je joue sur ma tablette. Je reste là pendant une bonne heure, sans bouger. Et là, tout s'est éclairé. Car ce que Gilbert faisait, des milliers de personnes le font aussi, croyant que se reposer après avoir mangé, c'est forcément ne rien faire. Or, cette inactivité postprandiale, surtout face à un écran, peut être l'un des pires ennemis de la santé oculaire et cérébrale. Quand vous mangez, le sang afflue vers votre estomac pour digérer. Si vous vous affaissez ou que vous vous plongez immédiatement dans un écran lumineux, vous empêchez ce sang de circuler correctement vers le cerveau et les yeux. Résultat, lourdeur, fatigue visuelle, difficulté à s'endormir le soir, voire des troubles de concentration sur le long terme. Alors, au fil des années, j'ai conseillé à mes patients d'adopter 5 gestes simples après chaque repas. 5 petites habitudes sans médicaments, sans technologie, mais qui, répétées avec régularité, transforment radicalement l'équilibre intérieur. La première est de boire un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron frais. Ce mélange, apparemment anodin, stimule doucement la digestion, nettoie les parois des vaisseaux sanguins et favorise l'absorption des vitamines liposolubles comme la vitamine A, si précieuse pour les yeux. Cela aide aussi à réguler le transit, diminuer les fermentations intestinales et éviter les sensations de lourdeur qui perturbent la concentration. Le deuxième geste, que j'appelle souvent la promenade des yeux, est de marcher lentement pendant 10 à 15 minutes, à l'extérieur si possible. Il ne s'agit pas d'un exercice sportif, mais d'un réveil circulatoire doux, un appel d'air pour le cœur, les jambes et surtout le cerveau. Lorsque vous marchez, votre corps redistribue le sang, ce qui réduit la pression intraoculaire, améliore la clarté mentale
et favorise la détente profonde. Je me souviens d'une patiente, Madame Louise, qui m'a dit après un mois de cette habitude: Docteur, je m'endors mieux et je ne vois plus flou au crépuscule. Ces mots-là valent toutes les ordonnances. Le troisième geste est sans doute le plus négligé à notre époque. Évitez les écrans immédiatement après le repas. Télévision, tablette, smartphone. Leur lumière bleue agresse la rétine et force les muscles oculaires à se contracter au moment même où le système digestif demande du calme. Cela crée une disharmonie entre ce que le corps veut, du repos, et ce que nous lui imposons, une stimulation. Et cette contradiction a un prix. Insomnie, fatigue visuelle chronique, migraine, troubles de la mémoire. J'ai dit à mes patients, après le repas, laissez vos yeux respirer. Regardez par la fenêtre, observez un arbre, le ciel, un oiseau. C'est cela aussi, nourrir les yeux. Le quatrième geste est un rituel que j'ai appris d'un vieil acupuncteur, le massage des yeux. Il suffit de 2 doigts. Vous les posez doucement sur les tempes, puis vous faites de petits cercles lents en respirant profondément. Puis vous suivez le contour des sourcils, des paupières, des pommettes. Ce massage active la microcirculation, détend les muscles orbiculaires et soulage la pression accumulée dans l'œil. Ce n'est pas seulement physique, c'est aussi un moment de pause, un geste de tendresse envers soi-même. Enfin, le cinquième geste, regardez au loin. Chaque jour, au moins 5 à 10 minutes. Trop de gens passent leur journée à fixer des objets proches, écran, livres, assiettes, aiguilles à coudre. Mais l'œil a besoin d'équilibre. Il a besoin d'alternance entre vision de près et vision de loin, pour ne pas perdre sa souplesse. En regardant au loin, on détend les muscles ciliaires, on repose la rétine, on réapprend à respirer par les yeux. Ces 5 gestes pris un à un paraissent simples. Ensemble, ils forment une médecine silencieuse. Ils n'ont pas de goût, pas de coup, pas de contre-indication, mais ils agissent profondément. Ils prolongent la clarté de la vision, la stabilité de l'humeur, la netteté des souvenirs. Je suis médecin, oui, mais je suis aussi témoin. Témoin de ceux qui ont tout essayé, sauf cela. Témoin de ceux qui ont vu leur vue s'assombrir alors qu'ils mangeaient bien, prenaient leurs médicaments, suivaient les recommandations, parce qu'ils oubliaient que le soin ne s'arrête pas à la dernière bouchée. Si je vous parle aujourd'hui avec autant de conviction, ce n'est pas pour faire joli. C'est parce que j'ai vu, de mes propres yeux, des personnes de 80 ans retrouver un regard plus vif, une mémoire plus claire, un sommeil plus profond, simplement en adoptant ces habitudes. Alors, je vous le dis, commencez ce soir. Un verre d'eau tiède au citron, 5 minutes de marche, pas d'écran, une main sur vos tempes et un regard vers le ciel. Cela ne coûte rien et cela peut tout changer. Je suis médecin. Et aujourd'hui, je ne vous parle plus en blouse blanche, entouré de dossiers médicaux et d'analyses de sang. Je vous parle en tant qu'homme. Un homme qui a vieilli, comme vous peut-être, et qui sait désormais que les plus grandes vérités ne s'apprennent pas dans les livres, mais dans les regards éteints de ceux qui ont trop attendu, trop tard, trop longtemps. Ce que je vais vous dire dans cette dernière partie n'est pas technique. Ce n'est pas une liste d'aliments à éviter, ni un protocole de santé. C'est une prise de conscience, un appel à l'intérieur, car le plus grand danger pour nos yeux, ce ne sont pas seulement les nitrites, les toxines ou les erreurs de cuisson, c'est l'indifférence. C'est ce moment où l'on se dit à quoi bon ou c'est trop tard maintenant. C'est là, exactement là, que la lumière commence à s'éteindre. Je l'ai vu tant de fois. Des personnes âgées qui viennent me voir non pas pour soigner une maladie, mais pour comprendre ce qu'elles ont perdu. Une dame un jour m'a dit: Je ne reconnais plus le visage de mon petit-fils. Il rit devant moi et je vois juste une ombre remuer. Une autre, les larmes aux yeux. Je ne lis plus mes romans préférés. Les lettres dansent, les lignes se brouillent. Je ne vis plus dans mes livres, docteur. Et chaque fois, la douleur n'était pas que physique. C'était une douleur de l'âme, de cette partie en nous qui souffre quand la beauté du monde nous échappe, quand la lumière s'efface avant qu'on ait fini de regarder. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous conjure, si vous m'écoutez encore, de ne pas fermer les yeux, ni au sens propre, ni au figuré. Ne fermez pas les yeux sur les petits gestes quotidiens qui peuvent prolonger votre lumière. Ne fermez pas les yeux sur la responsabilité immense que vous avez envers vous-même.
Car voyez-vous, il ne suffit pas de vivre longtemps, il faut vivre clairement. Il faut se lever le matin et voir le bleu du ciel, reconnaître le sourire d'un proche, lire une lettre sans froncer les sourcils, marcher sans crainte de heurter un trottoir flou. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, c'est le droit fondamental de tout être humain, voir jusqu'au bout. Mais cela demande une chose, un choix. Le choix de ne plus remettre à demain ce que l'on peut changer aujourd'hui. Le choix de ne plus dire c'est comme ça, mais de demander que puis-je faire. Parce que oui, vous pouvez encore faire quelque chose. Même à 70 ans, même à 80, même si votre vue baisse, même si votre mémoire vacille. Il n'est jamais trop tard pour changer la trajectoire d'un organe vivant, car le corps, même vieux, a une mémoire de guérison. Je me souviens d'un homme, Albert, 82 ans, qui avait perdu tout espoir. Il disait: Je ne vois plus, je ne dors plus, je ne me souviens même plus du prénom de mon voisin. Et pourtant, quand je lui ai parlé avec douceur, quand je lui ai expliqué ce que je vous partage aujourd'hui, l'impact des repas, des gestes, des regards, des silences, il a changé. Petit à petit, il a jeté ses vieilles casseroles. Il a marché un peu chaque soir. Il a appris à regarder les nuages. Et surtout, il a cessé de croire que sa vie se résumait à un déclin. 3 mois plus tard, il m'a dit: Je ne vois pas comme avant, docteur, mais je vois mieux. Et surtout, je vois avec espoir. Je n'ai jamais oublié cette phrase, car c'est cela le but, pas la perfection, pas la jeunesse retrouvée, mais l'espoir lucide, celui qui vous pousse à vous asseoir près de la fenêtre le matin, un café tiède à la main, les yeux tournés vers le jardin, et à murmurer: Je suis encore là, et je vois encore. Je vous le dis avec toute mon humanité. Il suffit parfois d'une seule décision sincère pour préserver le peu de lumière qu'il vous reste, et ce peu-là, bien utilisé, peut illuminer des années encore. Ce soir, avant de vous coucher, regardez autour de vous, fermez les yeux quelques instants, et demandez-vous: que puis-je faire dès demain pour mieux voir, mieux vivre? Ne me croyez pas sur parole. Essayez. Un seul geste, une seule habitude, et vous verrez. Le corps répond, toujours: Je suis médecin. Mais avant tout, je suis un homme qui a vu trop de lumière s'éteindre par oubli, un homme qui espère de tout cœur que vous n'en ferez pas partie. Alors gardez vos yeux ouverts, pas seulement pour lire ces lignes, mais pour rester vivant, vraiment, jusqu'au dernier jour. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté, soigné, examiné, rassuré, conseillé. J'ai vu des corps s'effondrer lentement, non pas sous le poids d'une maladie foudroyante, mais à cause de l'accumulation de petites négligences. J'ai vu des yeux s'éteindre dans le silence, des mémoires se flouter comme des vieilles photographies, simplement parce qu'on avait laissé les habitudes parler à notre place. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui, non plus comme un médecin derrière un bureau, mais comme un homme, un ancien, qui a choisi de ne pas garder pour lui ce qu'il a appris au fil d'une vie. Ce que je vous ai raconté n'est pas spectaculaire. Ce ne sont pas des secrets médicaux réservés aux spécialistes. Ce sont des vérités simples, mais que peu de gens prennent au sérieux, parce qu'elles ne font pas de bruit. Et pourtant, elles changent tout. Boire un verre d'eau tiède au citron, marcher après un repas, éviter les restes réchauffés, masser ses yeux quelques minutes par jour, choisir ses ustensiles avec soin. Ce sont des gestes modestes, mais puissants. Ils n'ont rien de compliqué, ils ne coûtent presque rien, mais ils demandent une chose que la plupart oublient, de l'attention. Car c'est cela, au fond, le vrai poison, l'inattention. Le je n'y ai pas pensé, le j'ai toujours fait comme ça, le ce n'est pas si grave. Ce sont ces pensées-là qui, peu à peu, ferment la lumière derrière nos paupières. Ce n'est pas la vieillesse qui vous enlève la vue. Ce sont les années passées à ne pas écouter ce que votre corps vous murmure. Mais aujourd'hui, vous avez écouté, vous avez pris le temps. Et rien que pour cela, je vous remercie. Le plus beau dans tout cela, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Le corps, même usé, a une intelligence de réparation, une mémoire de mieux-être. Et si vous commencez dès ce soir à changer un seul petit geste, vous n'imaginez pas la différence que cela peut faire d'ici quelques semaines. Leçon à retenir. Il n'y a pas de grand secret pour vivre vieux et clairvoyant. Il n'y a que des petits choix répétés avec conscience. Des habitudes qui deviennent des rituels de soins. Une manière d'aimer la vie en prenant soin de la seule chose qui vous permet de la voir, vos yeux.
Comment l'appliquer dès maintenant? Ce soir, avant de dîner, posez-vous la question. Ai-je cuisiné avec attention? Vais-je prendre le temps de marcher ensuite, de respirer, de laisser mon regard se poser ailleurs que sur un écran? Est-ce que je vais traiter mes yeux comme je traiterais un être cher? Faites-le. Essayez. Vous n'avez rien à perdre et peut-être beaucoup à retrouver. Et vous? Je vous pose une question toute simple. Parmi toutes les habitudes proposées dans cette vidéo, laquelle avez-vous déjà pratiquée ou laquelle pensez-vous essayer en premier? Merci de me dire votre réponse dans les commentaires. Cela m'aide à mieux vous comprendre et cela permet aussi aux autres de lire votre expérience et de s'en inspirer. Et si vous pensez que ce type de contenu mérite d'être entendu par d'autres, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, c'est un encouragement immense à continuer, à partager, à transmettre. Je suis vieux maintenant, oui, mais tant que vous m'écoutez, je n'arrêterai pas de parler. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir ce projet en faisant un petit don. Peu importe le montant, c'est le geste qui compte. Il me permettra de continuer à produire ces vidéos avec calme, profondeur, sans publicité inutile, pour que la connaissance, l'expérience et la bienveillance restent accessibles à tous, surtout aux plus âgés. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vos yeux et à très bientôt.